Bien, merci beaucoup. Donc, on va peut-être respirer 2 secondes. Et maintenant, je pense que c'est Elena Balsamo qui va revenir par... Oui, Elena Balsamo qui va venir nous parler de la traduction du Visiteur de marbre de Pouchkine par André Vieru. André Vieru que nous aurons en attend aussi. Et non, il n'y aura pas Pouchkine, non. Pardon? Non. Vous avez dit qu'il n'y aura pas Pouchkine? Non, je pense que c'est qui va venir. Et installez-vous. Et donc, il y a un autre intervenant qui est M. Vedeniapin. Est-ce que M. Vedeniapin est là, qui est un poète russe? Bon, il n'a pas l'air là. Il était là tout à l'heure. Je vais vous laisser la place. Où est-ce qu'il est? Il était là? Est-ce que c'est lui qui arrive? Est-ce que c'est lui? Oui, d'accord. Bien sûr, il y a aucun souci. Oui, oui, bien sûr. Пушкин? Нет, не будет. Нет, не Пушкин, а автор перевода. Автор перевода. Voilà. Donc, bonjour. Une logistique un peu compliquée, mais on va s'en sortir. On va parler de la poésie, on parle de Pouchkine. Donc, on a 4 ici, mais en réalité, on forme un trio assez hétérogène parce que André Vieru, qui sera avec nous par Zoom, est un musicien, un pianiste, et Dmitri Vedeniapin, qui à côté de moi est un poète. Moi, je suis spécialiste des auteurs scandinaves, donc on n'a pas de point commun de ce point de vue-là, mais on a un autre point commun qui est la traduction. On parlait de traduction. On parlait de traduction de Pouchkine, pardon, donc de ce livre-là qui s'appelle Alexandre Pouchkine, le visiteur de marbre et autres œuvres théâtrales, qui a paru aux éditions de Lumière et avec donc le théâtre de Pouchkine qui a été traduit par André Vieru, qui, je l'espère, nous entend et nous écoute. Et comme vous le savez, Pouchkine, que je ne vais pas présenter maintenant devant vous, mais par contre, je vais vous rappeler qu'on n'arrive pas à traduire Pouchkine. Tout le monde le connaît, mais en dehors de Russie, il n'a connu que deux noms. Ou alors, on connaît la Dame de Pique, on connaît Boris Godunov à cause des opéras. Et c'est pour cela que nous avons ici aussi un poète, c'est pour parler un peu de la traduction poétique et de comprendre pourquoi on n'arrive pas à traduire Pouchkine jusqu'à la venue de André Vieru avec son volume.
Et ma première question ne s'adressera pas au traducteur, j'y reviendrai après, mais à Dimitri Vidinapin, qui d'ailleurs, dans une conversation qu'on a eue au téléphone récemment, m'a dit qu'il ne croit pas à la traduction de tout, qu'on ne peut pas traduire. Alors, je voudrais vous demander deux choses. Pourquoi Pouchkine, tout d'abord, pourquoi Pouchkine, à votre avis, est intraduisible? Здравствуйте. Да, ну, довольно и дико, конечно, начинает разговор на фоне вышедшей книги про то, что нельзя перевести Пушкина. Вот, да, что-то получилось, и я уверен, что получилось интересно. Я хочу сказать, ну, не о том, что вообще невозможно, да, переводить Пушкина, а как я говорю по-русски, и всё. Так делать на паузу или как? Ага, ну давайте. Да, хорошо, да. Ага, простите, ага, хорошо. Значит, сейчас я постараюсь сказать, что почему с моей точки зрения Пушкина так трудно переводить. Donc, est-ce que ça s'entend ou pas? Donc, c'est assez absurde et c'est assez bizarre de dire donc devant une traduction accomplie devant le livre que vous voyez tous que Pouchkine est intraduisible. On l'a bien traduit et je suis sûre que la traduction est intéressante, mais je voudrais quand même ici parler pourquoi pour moi Pouchkine est très difficilement traduisible. Дело в том, что, ну, наверное, все согласятся со мной, что труднее всего переводить лирическую поэзию. Да, драмы, какие-то нарративные поэмы или стихотворения переводить вроде бы можно. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Je pense que la poésie la plus difficilement traduisible, c'est la poésie lyrique. C'est-à-dire que les drames, les poèmes à narration, ça, on peut plus ou moins les traduire. Но вот с Пушкиным такая страшная задача для всех переводчиков. Дело в том, что даже в своих как бы нарративных поэмах или драмах он остается в первую очередь лирическим поэтом. Mais Pouchkine pose assez malheureusement ce problème à tous ses traducteurs, c'est que même dans des poèmes à narration, même dans ses drames, il reste avant tout un poète lyrique. А это значит, что слова, которые он употребляет, они как бы все являются в некотором смысле, как в лирических стихах, именами собственными, которые, как известно, каждому переводчику не переводятся. Et pour ainsi dire, tous les mots qu'il emploie, ils se retrouvent être comme dans des poèmes lyriques de noms propres. Et comme tout un traducteur sait, les noms propres ne se traduisent pas. Вот. И я очень благодарен вот Андрею Веру, который, насколько я понимаю, предлагает не просто перевод. Вот мы подошли сейчас в переводческом деле к такому, как мне кажется, к такому, ну, как бы рубежу, когда нельзя просто переводить. Любой переводчик должен, и это делает Веру, обозначить как бы свой метод, то есть рассказать, как и почему, да, он переводит и как, ну, как бы сказать, в общем, переводчик не делает вид, что вот сейчас вы будете читать это же самое произведение просто на другом языке. Он понимает, что вы будете читать нечто другое, но имеющее отношение, и вот он объясняет, какое. Et donc, je suis très reconnaissant à André Verru pour ne pas proposer seulement la traduction. Nous, dans notre donc, affaire de traduction, on s'approche d'une frontière, d'une limite qu'on ne peut plus dire au lecteur, voilà, vous allez lire la même chose, mais dans une autre langue. Non, il propose, il explique, il définit son approche, il explique pourquoi il a traduit, qu'est-ce qu'il a traduit exactement, pour donc que les
le lecteur comprenne qu'il va lire quand même autre chose, mais qui a une relation avec l'original, et il explique donc quelle est cette relation. И мне очень приятно, и мне кажется, что это очень продуктивный метод. Попробовать сделать перевод не столько для глаза, сколько для уха, как пишет Веру. Et pour moi, c'est une approche très intéressante que d'essayer de faire la traduction, non tellement pour un œil, mais plus pour une oreille, comme écrit Verus. Voilà, donc on est arrivé à la question de la méthode. De l'approche à la traduction. Et là, on a, dans ce volume, on a presque la moitié du volume, plus de 100 pages de postface, qui est un véritable traité de traductologie, même si le traducteur n'aime pas ce mot, et qui est vraiment fascinant parce qu'il explique à la fois l'approche globale de la traduction de la poésie de Pouchkine et puis les différentes difficultés que le traducteur rencontre. Ma question suivante s'adresse à André Viron. On voudrait qu'il résume un peu, d'abord qu'il explique d'où vient l'idée de traduire Pouchkine, en sachant que tant de gens se sont cassés les dents en essayant de le faire. Et ensuite, comment il a travaillé et pourquoi il a choisi de traduire le théâtre plutôt que Gendarme Guénaud ou autre chose. Bon, alors, je vais simplement évoquer, non pas d'où me vient l'idée, mais d'où me vient l'impulsion de traduire Pouchkine. C'est que mon père, qui est un compositeur assez connu, enfin, il a écrit un opéra qui a pour double action Mozart et Salieri de Pouchkine et «Последние дни» Булгакова, qui a été traduit en français par Alexandre Pouchkine, non pas les derniers jours, mais enfin c'est le titre de la pièce de Bulgakov en français, c'est Alexandre Pouchkine. J'ai voulu rédiger le livret de l'opéra de mon père en français pour qu'il soit lisible par un lecteur français. Et je me suis aperçu que les traductions qui étaient disponibles pour moi de Mozart et Salieri ne me convenaient pas. Et alors j'ai essayé de faire ma propre traduction. Et j'ai pris tant de plaisir qu'après j'ai continué à traduire tout ou à peu près tout le théâtre de Pouchkine. Voilà d'où me venait l'impulsion. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, la tâche que je me suis fixée, non pas d'avance, mais en cours de route, si je puis dire, c'est de garder autant que je pouvais la musicalité de Pouchkine, le rythme de Pouchkine qui est principalement iambique, et d'autre part de traduire Pouchkine dans un français d'époque, c'est-à-dire fin 18e, début 19e. Donc ça a fait que non pas seulement j'ai vérifié chaque mot quel était son emploi à l'époque où Pouchkine était en vie, mais donc non seulement les mots tels quels, mais les combinaisons de mots. Je crois me souvenir que j'ai écrit dans la postface, dans une note de bas de page,
que telle expression de Pouchkine pouvait légitimement être traduite comme espiègle amour, amour retors, et je ne sais pas, il y avait une troisième variante, je ne me la rappelle plus maintenant, et j'ai choisi espiègle amour tout simplement parce que amour retors n'existait pas comme combinaison de mots à l'époque où Pouchkine était en vie. Donc, j'ai essayé de vérifier non seulement les mots, mais les combinaisons de mots. Donc, traduire vraiment Pouchkine dans un français d'époque, voilà. Voilà. Donc, une chose paraît très simple, traduire la langue française d'époque. En réalité, c'est un des plus grands défis que peut rencontrer un traducteur qui travaille sur un texte ancien, parce qu'on ne peut pas faire un pastiche de l'époque. Il faut que la langue soit suffisamment contemporaine pour justement éviter le pastiche, et en même temps, il faut qu'elle donne le parfum de l'époque. Et je dirais que dans ce volume de Pouchkine, une des choses qui m'ont particulièrement plu, c'était ce très savant dosage entre des marqueurs de l'époque et en même temps le côté parfaitement moderne et fluide. Et donc moderne, ça veut dire naturel de la langue. Et peut-être pour ne pas rester à ce genre d'affirmation abstraite, on va lire un extrait. C'est à vous de me dire, Andrei russe, vous préférez le lire d'abord en français ou on le lit d'abord en russe? Je peux le lire d'abord en français, si vous le permettez. Et j'avais choisi le monologue de Salieri, du début de la petite tragédie Mozart et Salieri. Mozart et Salieri. On va commencer par lire, pardon, c'était bête de ma part. On va commencer par lire en russe pour les auditeurs qui n'ont pas le rythme et la musique du texte russe, et puis après, on écoutera ce que ça donne en français. Voilà. Bon. Bon, merci beaucoup pour ce bonheur de lire en russe, en plus, Pouchkine. Et merci infiniment à monsieur le traducteur, monsieur Vieron, d'avoir traduit en russe, d'avoir pris ce défi, encore une fois. Et Pouchkine, éternel Pouchkine, qui est toujours contemporain, comme Dostoïevski, comme tous les classiques russes. Chapeau bas et félicitations. Et merci beaucoup. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыки были постылы мне. Упрямый, надменный, от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, и скучен первый путь, преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки мертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгебре гармонии. Тогда, уже дерзнув в науке искушенной, предаться неге творческой мечты, я стал творить. Но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе, нередко, просидев в безмолвной келье, 2-3 дня позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд
и холодно смотрел, как мысли моя и звуки мной рожденно, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю? Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную. Усиленным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась, я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. Я никогда, ниже, когда причины пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордым был когда-нибудь завистником презренным? Змеей людьми растоптанную в жиле, песок и пыль грызущую бессильно. Никто! Ныне, сам скажу, я ныне завистник. Я завидую, глубоко, мучительно завидую, о небо! Где ж правота? Когда священный дар, когда бессмертный гений, в награду любви горящий, самоотвержение трудов, усердие, молений послан, озаряют голову безумца, гуляки праздного, о Моцарт, Моцарт. Довольно. Сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием. Ты плачешь? Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член, друг Моцарт. Эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши, еще наполнить звуками мне душу. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет. Тогда б не мог Аникс и мир существовать. Никто бы не знал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого, прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же. До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но уже он прав. Я не гений. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда. Об Бонаротти или это сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцей создателя Ватикана. Et voilà, vous avez reconnu maintenant en français, s'il vous plaît. Oui, alors, on a pu entendre maintenant le début et la fin de la petite tragédie. Avant de me mettre à lire, je dois prévenir ceux qui nous écoutent que je n'ai pas de talent particulier de comédien, au contraire. Mais enfin, je vais lire comme je peux. Dans ce bas monde, il n'y a pas de vérité ni de justice, dit-on. Mais il n'y en a pas non plus là-haut. Pour moi, c'est aussi clair qu'une simple gamme. Je suis venu au monde avec l'amour de l'art. Étant enfant, lorsque les sons de l'orgue résonnaient dans les hauteurs de notre vieille église,
Je me livrais à la musique comme envoûté et ne pouvais cesser ni me lasser d'entendre. J'étais baigné de larmes douces et involontaires. Très tôt, je repoussais les distractions futiles. De tout ce qui est étranger à la musique, je ressentis d'emblée l'inanité. M'en détournant avec orgueil et opiniâtreté, je me donnais seulement à la musique. Tout premier pas est difficile et les débuts furent ennuyeux. Je commençais par vaincre les premiers obstacles, car le métier, je le plaçais pour base de l'art. Je fus d'abord un artisan. Mes doigts furent entraînés à une rapidité docile et sèche, et mon oreille à la justesse. Autant au son, leur vie, je disséquais les mélodies, le contrepoint, comme des cadavres. Je pris enfin l'algèbre pour fondement de l'harmonie. Alors, rompu aux sciences, j'osais m'abandonner aux rêves et à la volupté de l'art. Et je créais, mais en silence, dans le secret, sans me permettre de penser encore à la célébrité. Souvent, après avoir passé 2 ou 3 jours dans ma cellule muette, où j'oubliais la nourriture et le sommeil, après avoir goûté aux larmes et aux élans d'inspiration, j'abandonnais le fruit de mon labeur au feu et regardais avec froideur comment les sons créés par moi et ma pensée disparaissaient dans la fumée légère. Que dis-je? Lorsque le grand Gluck est apparu et nous a dévoilé d'un soupçonné mystère profonds et enchanteur, n'ai-je pas nié tout ce que j'avais su auparavant et renoncé à tout ce que j'avais aimé, à quoi j'ai toujours cru avec ardeur? N'ai-je pas marché allègrement sur ces brisées sans murmurer, avec courage, un homme qui a perdu sa route, qu'un autre voyageur remet dans un plus droit chemin? Puis j'atteignis enfin, par la persévérance et la ténacité, à un plus haut degré dans l'art, dans l'infini. La gloire me vint sourire. Le cœur des hommes me renvoyait l'écho de ma musique. J'étais heureux, jouissant paisiblement de mes travaux et de ma gloire, autant que des travaux et des succès de mes amis, comme de mes compagnons dans l'art divin. Non, jamais je n'ai connu l'envie, ni la rancune, jamais. Ni quand Piccini sut émerveiller l'oreille sauvage des Parisiens, ni lorsque pour la première fois je pus entendre l'ouverture d'Iphigénie. Qui eût pu dire que l'orgueilleux Salieri deviendrait un envieux si méprisable, serpent foulé aux pieds, qui dans son abaissement, mord impuissant le sable et la poussière? Personne. Et maintenant, je le confesse moi-même, je suis un envieux. J'envie profondément et cruellement. Ô ciel, où donc est ta justice? Lorsque le don sacré et l'immortel génie ne sont point dispensés en récompense de mon amour brûlant, de mon abnégation, de mon labeur, de mes supplications, de ma patience enfin, mais quand ils illuminent le front d'un fou et d'un insouciant viveur. Ô Mozart, Mozart. Bon, on va peut-être arrêter ici la lecture parce que la qualité du son n'est pas très bon, mais elle est assez bon pour qu'on puisse entendre la musique et le mouvement mélodique de la phrase qui, d'une façon assez étonnante, épouse le mouvement mélodique de la phrase de Pouchkine. Et il faut dire aussi, j'ajouterais que évidemment, de toutes les langues ne posent pas les mêmes difficultés quand il s'agit de la traduction poétique, et que c'est particulièrement difficile de rendre
en français qui est une langue tonique, une procédure de la poésie syllabotonique, c'est-à-dire la poésie où on a un accent tonique sur un syllabe de chaque mot. D'où ma question, Dmitri Vedinatin, à votre avis, est-ce qu'il y a des langues qui sont plus propices à la traduction poétique et d'autres qui sont vraiment réticents et qui ne permettent pas de transposer le côté mélodique de la poésie? Et j'ajoute aussi ce que je n'avais pas dit avant, donc je disais que nous sommes tous ici réunis par la pratique de la traduction et que mon interlocuteur est poète mais aussi traducteur qui a beaucoup traduit surtout de l'anglais vers le russe. Voilà. Donc c'est un traducteur que je m'adresse. Да, вы знаете, мне кажется, что перевод с любого языка на любой язык очень простая задача. Мне трудно сказать, с какого языка легче переводить на какой. Я помню, я главным образом переводил с английского, и английский, и русский. Конечно, мне кажется, также невероятно совершенно не похожи, и очень трудно ложаться, так сказать, в переводе, да, один на другой, как и, вероятно, французский и русский. Трудно сказать. Есть вдруг, знаете, для переводчика какие-то счастливые бывают совпадения, исключения, почти всегда неожиданность, когда вдруг какая-то фраза или какой-то кусочек текста может оказаться как будто бы переводимым. Может быть, это тоже иллюзия, но иногда так кажется. Ну и, разумеется, чем более визуальная поэзия, чем больше она рассчитана все-таки на передачу образа. Ну, любая поэзия, конечно, передает музыку, да, и связана с музыкой, но есть, ну, как бы некоторый сдвиг все-таки больше в сторону некоторого именно визуальности такой, да, тогда переводить теоретически может быть легче. Peredать музыку, конечно, очень трудно. Удач очень мало здесь. Alors, ce serait vraiment, enfin, moi je crois que traduire de n'importe quelle langue à n'importe quelle langue est une tâche compliquée. Ce serait vraiment difficile de dire s'il existe enfin, une langue de laquelle ou une langue vers laquelle la traduction serait plus aisée. Moi, j'ai traduit essentiellement donc de l'anglais et j'ai vu à quel point l'anglais et le russe n'étaient pas similaires, à quel point c'était difficile de faire interposer la traduction donc russe et enfin les variantes russes et anglaises. Pour moi, je crois qu'il s'agit plutôt de coïncidences heureuses, inattendues. C'est toujours inattendu quand pour un traducteur un morceau de texte, une phrase, tout d'un coup semble donc de façon inattendue peut-être même traduisible. Voilà. Et je crois que peut-être ce sont des poèmes visuels, même si toute la poésie relève de la musique, toute la poésie est liée à la musique, mais peut-être que des poèmes plus visuels qui traitent plus des images, qui s'orientent plus sur les images, seraient peut-être plus faciles à traduire. Вот, и это дополнительно для меня какая-то... Я просто хочу поблагодарить еще раз переводчика, который взялся именно передать музыку или создать какую-то свою музыку, да, похожую на пушкинскую. В этом есть, конечно, невероятная какая-то переводческая, ну, такая, не знаю, очень серьезная задача. И страшно интересная. И еще раз, вот мне кажется, что идеальная переводческая
переводческая книга сегодня должна как раз включать много комментариев, много объяснений и как-то представлять поэта через комментарии, через объяснения, помимо поэтического переложения. Да? И я так понимаю, что эта книжка как раз такая переводческая книжка. И спасибо еще раз переводчику. Et donc, c'est pour ça que je voudrais saluer le traducteur parce que traduire la musique, c'est très, très compliqué. Il y a très peu de réussite dans la traduction de la musicalité du poème. Et donc, c'est là le mérite aussi d'André Verrue d'avoir essayé de traduire la musicalité ou peut-être de recréer sa musicalité donc pour traduire celle de Pouchkine. Et encore une fois, je voudrais dire qu'un livre traduit idéal aujourd'hui, pour moi, ce serait un livre avec des commentaires où donc le traducteur essaie de faire vivre le texte, le poète, y compris dans les commentaires, et pas seulement par transposant le texte, en transposant le texte. Et donc, je remercie encore une fois André Verrue. Oui. Alors, encore une chose, probablement la dernière, à savoir, André Verrue, vous êtes, on a compris, une personne trilingue. Et dans votre postface, vous expliquez des va-et-vient assez vertigineux entre les trois langues qui ont finalement permis ces va-et-vient d'aboutir à la version française. Donc, je vous invite tous à découvrir parce que ça ne ressemble à rien et c'est vraiment très beau. Alors, est-ce que vous voudrez expliquer un peu votre rapport avec à votre trois langues maternelles, si vous les considérez comme vos langues maternelles tous les trois? Non, elles ne sont pas maternelles toutes les trois. Ma mère est russe, donc le russe est ma langue maternelle. Mon père est roumain, et le roumain est la langue dans laquelle j'ai fait mes études. Et le français est ma langue d'adoption. J'ai émigré en France en 88, en 1988. Et je parlais français à l'époque, mais j'ai dû faire de gros efforts pour pouvoir écrire en français. Des essais, enfin, disons, des œuvres originales, pas des traductions, mais j'ai aussi fait cette traduction de Pouchkine. Mais j'ai dû faire de gros efforts pour m'approprier autant que j'ai pu l'esprit de la langue française. Donc le français, pour moi, une langue d'adoption. Je l'ai apprise quand j'étais à l'école, mais de là jusqu'à écrire en français, il y a encore une distance considérable. Et j'ai fait l'effort de parcourir ce chemin quand j'étais déjà en France. Voilà, donc pour répondre à votre question, le statut de ces trois langues n'est pas tout à fait équivalent dans mon esprit. Ma mère ne parlait pas roumain quand je suis venu au monde, donc j'ai appris le russe parce que ma mère ne connaissait pas le roumain, donc elle ne pouvait me parler qu'en russe. Mais je n'ai pas fait mes études en russe. Je les ai faites en roumain, voilà. C'est très intéressant parce qu'il existe une sorte d'axiome, une loi universellement reconnue qui dit qu'on ne doit traduire que dans sa langue maternelle. Et effectivement, c'est un postulat tout à fait raisonnable et respectable. Et pourtant, on connaît des cas d'exception où justement certains types de textes sont le mieux appréhendés
par des traducteurs qui conservent une certaine distance entre eux-mêmes, entre leur pratique linguistique, leur langue maternelle et leur langue de travail qui n'est pas leur langue maternelle. Et je pense que nous sommes là face à une de ces exceptions qui donne ensuite des produits complètement originaux. Et si nous ne vous avons pas convaincu sur ce sujet, je vous invite de lire le livre pour voir comment on peut transposer Pouchkine, je ne dirais pas sans rien perdre, toute traduction est une perte, mais en perdant le minimum et peut-être en gagnant même certaines choses. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.